Deux chiffres se font face et fissurent une certitude vieille de plusieurs décennies, comme si tout le modèle agricole national vacillait d'un coup. Quand les importations s'effondrent brutalement mais que les récoltes locales augmentent, l'équation paraît impossible. Pourtant, elle redessine en silence le rapport de force entre le Burkina Faso et ses puissants partenaires extérieurs. Alors qu'est-ce que cela change pour vous quand Ibrahim Traoré transforme une décision technique en bras de fer politique et symbolique ? Car derrière cette rupture brutale se joue peut-être l'avenir alimentaire, économique et même géopolitique de tout un continent africain. Ce récit promet bien plus qu'une simple analyse d'une décision agricole. Il dévoile comment un choix politique peut reconfigurer l'avenir d'un pays tout entier. La promesse est claire, comprendre en une vision structurée de 10 à 12 mots comment une rupture maîtrisée peut devenir un levier de souveraineté durable. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque immense, car chaque mouvement engagé par le Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré entraîne des conséquences capables d'infléchir la stabilité économique, les équilibres régionaux et même la perception internationale de l'indépendance africaine. Et c'est ici que tout se joue. La moindre erreur dans la transition pourrait créer des pénuries, amplifier les tensions sociales ou fragiliser les alliances régionales qui commencent à se former autour de ce modèle agricole nouveau. En contrepartie, si la stratégie réussit, elle pourrait devenir un précédent historique, offrant au pays non seulement une autonomie alimentaire, mais aussi une place unique dans le débat géopolitique du Sahel. Alors, jusqu'où peut aller une nation qui décide enfin de s'appartenir pleinement ? La première révélation est inattendue. En quelques mois seulement, les indicateurs agricoles ont commencé à se déplacer dans une direction opposée à celle prédite par les observateurs internationaux. La seconde est encore plus déstabilisante. Malgré l'effondrement initial des importations, certains rendements locaux ont progressé suffisamment pour créer un delta mesurable et remettre en question les analyses alarmistes du début. Ce point de bascule oblige à remonter la chaîne des causes qui relie décision, choc, adaptation, puis transformation. Le 16 mars 2023, le Burkina Faso ferme brutalement ses frontières aux intrants agricoles occidentaux, stoppant net l'arrivée des semences brevetées et des engrais importés qui dominaient le marché depuis des décennies. L'acte est politique, économique, identitaire et porte la marque d'une rupture assumée par Ibrahim Traoré, sortir d'un cycle où chaque récolte renforçait la dépendance envers les multinationales. Pendant des années, les agriculteurs burkinabés ont vu leurs terres s'épuiser sous des pratiques standardisées venues de l'extérieur. Le sol se dégradait, les coûts d'importation augmentaient et l'autosuffisance devenait un horizon lointain. C'est dans ce contexte que le pays dépensait jusqu'à 2,7 milliards de dollars par an pour des intrants qui paradoxalement fragilisaient sa souveraineté. Lorsque les frontières se ferment, le choc est immédiat. Critiques occidentales, prévisions de crise alimentaire, envolée des prix et inquiétudes dans les régions les plus vulnérables. Mais, presque simultanément, un autre mécanisme s'active. Des réseaux d'échange de semences locales apparaissent, des coopératives se forment, des formations spontanées se multiplient pour produire de l'engrais organique à partir des déchets agricoles. Le mouvement est rapide, presque organique. Les variétés indigènes, mil, sorgho, reprennent de l'importance, adaptées au climat du Sahel et moins dépendantes des intrants chimiques. Ce glissement progressif ne résout pas tout, mais il ouvre une alternative crédible, nourrie par l'ingéniosité locale et la volonté de renouer avec des méthodes longtemps marginalisées. Ce que les premières données laissent entrevoir n'est donc pas un miracle, mais la conséquence directe d'un pays qui, confronté à un choc, apprend à reconstruire sa base agricole depuis le sol lui-même. Pour comprendre la trajectoire de cette transition, il faut un visage, un point d'ancrage concret au milieu du tumulte. Ce rôle revient naturellement à deux figures du terrain, deux microcas qui éclairent la transformation dès ses premières semaines. Le premier est celui d'un agriculteur du plateau central, longtemps dépendant des semences hybrides importées. Lorsque les frontières se ferment, il se retrouve sans stock, forcé de revenir aux variétés locales presque oubliées. Le risque est réel, mais la surprise l'est tout autant. La première saison montre une résistance accrue aux sécheresses et une baisse notable des coûts de production grâce à l'usage d'engrais organiques créés au village.
Le second micro-cas vient d'une coopérative naissante dans l'ouest du pays. Devant la pénurie d'intrants, une dizaine de familles se regroupent pour mutualiser leurs terres, partager leurs semences indigènes et produire ensemble un compost d'origine agricole. Contrairement aux prédictions pessimistes, leur rendement ne s'effondre pas. Il se stabilise, puis progresse légèrement, suffisant pour alimenter un petit marché local et réduire la pression sur les ménages environnants. Ces deux récits, bien que modestes, montrent comment la dynamique se met en place avant même que la politique nationale ne prenne toute son ampleur. Ils témoignent d'une capacité d'adaptation qui contredit les scénarios les plus sombres formulés à l'étranger. Surtout, ils posent une question simple mais décisive. Si quelques exploitations peuvent se réorganiser aussi vite, que pourrait accomplir un pays entier en consolidant ces initiatives à plus grande échelle ? Tout commence par un déclencheur brutal, la fermeture immédiate des frontières aux intrants agricoles occidentaux. Aucun préavis, aucun délai technique. Le flux de semences brevetées, d'engrais chimiques et de produits importés s'arrête net. Les camions rebroussent chemin, les distributeurs locaux se retrouvent sans stock et les premières régions agricoles comprennent en quelques heures que leur modèle vient de basculer. C'est le choc inaugural, le point zéro de la rupture. Dans les jours suivants, la tension monte. Les prix des denrées de base augmentent rapidement, les marchés régionaux se vident partiellement et les analystes internationaux annoncent déjà une crise alimentaire imminente. Les médias étrangers multiplient les alertes, évoquant une économie au bord de l'asphyxie. Ce moment forme le pic. La perception extérieure est au rouge, les risques internes semblent incontrôlables et le Burkina Faso apparaît isolé sur la scène internationale. Mais au cœur de cette tempête, un basculement inattendu se produit. Les agriculteurs commencent à échanger leurs semences indigènes, longtemps conservées en marge du système. Les coopératives locales se structurent, les formations improvisées sur la fabrication d'engrais organiques se répandent comme une traînée de poudre. Les techniques abandonnées reviennent au premier plan, réactivées par nécessité autant que par conviction. Et, dans ce chaos organisé, l'empreinte de la décision d'Ibrahim Traoré devient visible. Une transition qui aurait pu paralyser le pays révèle soudain une aptitude inattendue à la réorganisation. Une dynamique nouvelle se propage. Au lieu de s'effondrer, certaines récoltes se stabilisent dès la première saison. Dans plusieurs zones sahéliennes, les variétés locales montrent une résilience plus forte que prévue face aux conditions climatiques extrêmes. La dépendance aux intrants importés, autrefois perçus comme incontournables, commence à reculer. Même les régions les plus sceptiques voient émerger une forme de solidarité pragmatique. Partage de compost, rotation des cultures, redistribution des stocks de grains. Puis vient la décélération, la phase d'écho. Les effets secondaires apparaissent. Certaines zones rurales connaissent encore des pénuries ponctuelles, les circuits de distribution doivent être entièrement reconfigurés et l'absence d'engrais chimiques crée une transition plus lente dans des sols très appauvris. Mais à mesure que les mois passent, les premières données économiques montrent un retournement inattendu, baisse progressive des importations alimentaires, amélioration modérée des rendements locaux et réduction des coûts liés à l'achat de semences brevetées. Cet écho se propage au-delà du Burkina Faso. Les pays voisins observent puis imitent partiellement. Le Mali et le Niger fournissent des engrais organiques et régionaux. Les alliances sahéliennes prennent forme autour d'un objectif nouveau, réduire la dépendance systémique aux intrants importés. Ce qui était une décision unilatérale devient un signal continental. Ainsi, la ligne d'événements se dessine nettement. Déclencheur, pic, écho. Une rupture brutale transformée en processus adaptatif dont les répercussions dépassent les frontières nationales et redéfinissent les équilibres agricoles du Sahel. Pour mesurer l'ampleur réelle de la transition, il faut revenir aux données qui ont émergé dans les premiers mois suivant la décision. 3 métriques dominent le paysage, chacune révélant un mouvement profond et mesurable dans la structure agricole du Burkina Faso. La première concerne les importations alimentaires. Elles ont diminué d'environ 40% en moins de 6 mois. Ce chiffre, loin d'être anodin, marque un renversement par rapport à des décennies de dépendance. Il s'explique par la combinaison de deux forces. La baisse forcée des achats étrangers,
après la fermeture des frontières et l'émergence progressive d'une production locale capable de remplacer une partie des approvisionnements importés. Autrement dit, un choc initial s'est transformé en opportunité structurelle, révélant qu'une partie du système alimentaire pouvait être reconfigurée plus rapidement que prévu. La deuxième métrique touche directement les récoltes. Les premières analyses montrent une hausse d'environ 15% des rendements locaux, principalement dans les cultures indigènes telles que le mil et le sorgho. Cette progression n'est pas uniforme sur tout le territoire, mais elle suffit à démontrer l'intérêt des variétés adaptées au climat sahélien. La hausse n'est pas seulement quantitative, elle s'accompagne d'une stabilité accrue dans les zones exposées aux sécheresses, ce qui réduit les pertes saisonnières. L'explication tient à la fois à la résistance naturelle de ces semences locales et à l'amélioration progressive de la structure des sols grâce à l'utilisation d'engrais organiques produits sur place. En d'autres termes, l'augmentation des rendements est la conséquence directe d'une redécouverte des savoir-faire traditionnels, alliée à un changement forcé de paradigme. La troisième métrique concerne la production d'engrais organiques. Plus de 300 000 tonnes auraient été produites au cours des premiers mois. Ce volume constitue une réponse immédiate à l'absence d'engrais chimiques importés, mais il illustre surtout la capacité du pays à mobiliser des ressources internes jusque-là sous-exploitées. Les formations locales, souvent initiées par les coopératives rurales, ont permis d'industrialiser artisanalement un processus jusque-là sporadique. Le compost issu des déchets agricoles, des résidus de récolte et des cendres a commencé à remplacer, partiellement du moins, les intrants chimiques. La dynamique est intéressante. Plus la production d'engrais organiques augmente, plus les sols se régénèrent et plus les rendements s'améliorent, créant un cercle vertueux qui réduit la dépendance extérieure. Ces trois chiffres, baisse des importations, hausse des rendements, explosion de la production d'engrais organiques, ne forment pas une preuve de succès total, mais une démonstration d'évolution structurelle. Ils montrent qu'un modèle agricole centralisé sur les importations peut, sous contrainte, devenir plus résilient. Il montre également que les critiques initiales qui prédisaient un effondrement général n'ont pas intégré la capacité d'adaptation rapide du terrain. Ce paysage quantifié révèle donc une dynamique encore fragile, mais cohérente, une transition agricole née d'un choc politique, consolidée par une réorganisation locale et confirmée par des tendances mesurables qui redessinent progressivement les fondations alimentaires du pays. Deux arguments majeurs structurent le débat autour de la décision. Le premier, présenté par les défenseurs de la souveraineté alimentaire, avance que la rupture imposée par les autorités burkinabées était non seulement nécessaire, mais inévitable. Selon eux, la dépendance aux semences brevetées et aux engrais importés constituait une vulnérabilité stratégique. Chaque saison agricole devenait un pari financier dépendant des fluctuations internationales, des prix imposés par les multinationales et des pressions géopolitiques. Mettre fin à ce cycle permettait enfin de réorienter les ressources du pays vers des solutions locales moins coûteuses et plus adaptées au Sahel. Pour ses partisans, la décision n'était pas un acte de défi gratuit, mais un repositionnement structurel indispensable pour bâtir un modèle agricole résilient. Le second argument, celui des critiques, met en avant les risques immédiats. Il souligne que la fermeture brutale des frontières a provoqué des hausses de prix, des pénuries ponctuelles et une instabilité qui a lourdement pesé sur les ménages les plus vulnérables. Selon eux, la transition aurait dû être progressive, accompagnée de stocks de sécurité, de plans d'ajustement régionaux et d'une montée en puissance anticipée de la production interne. Pour ces observateurs, l'initiative d'Ibrahim Traoré expose le pays à un choc trop abrupt, dont les gains potentiels ne compenseraient pas les difficultés immédiates. Pourtant, lorsque l'on confronte ces deux visions aux données réelles du terrain, un élément apparaît. Les critiques n'avaient pas anticipé la capacité d'adaptation rapide des coopératives rurales. Les chiffres montrent que les rendements n'ont pas plongé comme prévu et que la production d'engrais organiques a compensé une partie du manque. Ce constat n'annule pas les risques, ni les obstacles, mais il nuance considérablement les projections initiales d'effondrement. La transition reste difficile, mais loin de la catastrophe annoncée, elle révèle des marges de progression réelles et un potentiel de restructuration que peu de pays
avait osé envisager. Un seuil vient d'être franchi. Car à mi-chemin de la transition, les premières récoltes issues exclusivement de semences indigènes dépassent les attentes, renversant l'hypothèse centrale des analyses étrangères qui annonçaient un effondrement. Les cultures de mil et de sorgho, longtemps reléguées derrière les semences importées, montrent non seulement une stabilité remarquable, mais aussi une résilience accrue face aux variations climatiques du Sahel. Cette performance inattendue agit comme un révélateur. Le Burkina Faso peut produire sans dépendre des intrants occidentaux, à condition de consolider ses réseaux locaux et de renforcer ses capacités techniques. Ce pivot s'accompagne d'un autre phénomène discret mais déterminant. Dans plusieurs régions, les coopératives structurées, pendant les premiers mois, deviennent des centres d'expérimentation à petite échelle. Elles affinent les techniques de compostage, testent différentes combinaisons organiques et partagent leurs résultats entre villages. Cette circulation rapide du savoir, autrefois morcelé, crée une dynamique d'apprentissage collectif qui stabilise la transition. Le midpoint n'est donc pas un moment symbolique. Il marque la première validation concrète d'un modèle alternatif. Il montre que la rupture, initialement perçue comme un pari dangereux, peut devenir une trajectoire viable si les initiatives locales continuent d'être renforcées et coordonnées. Les effets de la transition ne se limitent en mode pas aux chiffres ou aux discours politiques. Ils se matérialisent dans la vie quotidienne de millions de personnes. Pour comprendre cette transformation, il faut examiner 4 groupes directement touchés par la décision impulsée par Ibrahim Traoré: les ménages, les agriculteurs, les acteurs économiques et l'équilibre régional du Sahel. 1. Les ménages. Voici un aperçu en termes simples. Dans les premiers mois, les familles ont subi une augmentation marquée des prix alimentaires, conséquence logique de la rupture du modèle importateur. Mais à mesure que les récoltes locales se stabilisent, les fluctuations se réduisent. Les variétés indigènes, moins coûteuses à produire et plus résistantes, permettent une réapparition progressive de produits locaux à prix modérés. Dans certaines zones rurales, la dépendance au marché urbain diminue grâce à un retour des circuits courts. Cela ne gomme pas toutes les difficultés. Certaines régions restent vulnérables. Pourtant, le risque de crise généralisée, annoncé avec insistance par les observateurs étrangers, ne se réalise pas. 2. Les agriculteurs. Voici un aperçu en termes simples. Ce sont eux qui ressentent le plus fortement l'impact de la nouvelle orientation. La transition exige davantage de travail manuel, plus de coordination collective et un vrai changement de pratique. Mais, en parallèle, elle réduit la pression financière liée à l'achat d'intrants importés. Les formations sur les engrais organiques, issus de coopératives locales, renforcent leur autonomie technique. Pour plusieurs producteurs, la disparition des semences brevetées redonne du contrôle sur les cycles agricoles. Ils plantent, sélectionnent et conservent leurs propres variétés, un pouvoir perdu depuis des années. L'initiative portée par Ibrahim Traoré devient alors non seulement un choix politique, mais une récupération de souveraineté technique au niveau du terrain. 3. Les acteurs économiques. Voici un aperçu en termes simples. Le secteur du transport, du stockage et de la distribution doit se réorganiser entièrement. Les flux ne viennent plus majoritairement de l'extérieur. Ils se redéploient à l'intérieur du pays et de nouveaux acteurs émergent dans la transformation, la logistique locale et la production d'engrais organiques. Certaines entreprises, habituées à importer massivement, doivent se repositionner ou décliner. D'autres, au contraire, profitent de l'essor des coopératives et de la demande croissante pour les produits locaux. Cette recomposition crée une économie moins dépendante des variations de prix internationales, mais plus exigeante en organisation interne. 4. La région sahélienne. Voici un aperçu en termes simples. L'impact dépasse les frontières. Le Mali et le Niger, impressionnés par les premiers résultats, renforcent leurs échanges agricoles avec le Burkina Faso. Des flux d'engrais organiques, de semences indigènes et de techniques de compostage circulent d'un pays à l'autre. Cette dynamique contribue à structurer un bloc régional cherchant à s'affranchir de la dépendance aux intrants occidentaux. Le cas burkinabé devient ainsi un précédent observé de près par les autres nations du Sahel, qui y voient une possible feuille de route pour consolider leur propre souveraineté alimentaire. Ces 4 groupes montrent une réalité nuancée. La transition est exigeante, parfois chaotique,
mais elle s'installe couche après couche comme une alternative crédible à un modèle importateur fragilisé depuis longtemps. À ce stade de la transition, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais offrent des cadres cohérents permettant d'anticiper les évolutions possibles du modèle agricole burkinabé. Ce qui se joue ici n'est pas seulement une question de production, c'est la capacité d'un pays à consolider un changement structurel né d'une rupture politique majeure portée par Ibrahim Traoré. Scénario 1, la stabilisation complète, optimiste. Dans cette hypothèse, les coopératives continuent de s'étendre, les techniques organiques s'affinent et les semences indigènes s'imposent comme référence nationale. La production locale s'étoffe au point d'assurer une sécurité alimentaire plus constante, tandis que les prix diminuent progressivement avec la montée en puissance des circuits internes. Les partenariats régionaux se renforcent, créant un marché sahélien intégré où les échanges agricoles deviennent plus fluides. Ce scénario ferait du Burkina Faso un modèle de souveraineté alimentaire pour toute la région. Scénario 2. L'équilibre fragile, réaliste. Ici, les progrès sont réels mais inégaux. Certains territoires affichent une bonne maîtrise des techniques locales, tandis que d'autres connaissent encore des pénuries saisonnières. Les rendements restent stables mais sensibles aux aléas climatiques, et la production d'engrais organiques doit encore être optimisée. Les coopératives jouent un rôle essentiel dans l'amortissement des crises, mais les ajustements structurels prennent du temps. Ce scénario présente une transition solide mais incomplète, où chaque avancée doit être consolidée par des formations, des investissements locaux et des échanges régionaux. Scénario 3, le retour partiel à la dépendance pessimiste. Dans la version la plus difficile, les pressions économiques et les contraintes logistiques dépassent la capacité d'adaptation du pays. Certaines zones rurales reviennent aux intrants importés pour compenser les baisses ponctuelles de rendement. Les prix alimentaires restent élevés plus longtemps que prévu, et l'absence d'infrastructures suffisantes ralentit la diffusion des engrais organiques. Ce scénario ne signifie pas un échec total, mais un recul qui obligerait à repenser la transition en l'associant à davantage de soutien technique et régional. Entre ces 3 chemins, l'élément déterminant reste la coordination. Ce que le Burkina Faso parvient à faire en matière de formation, de partage de ressources et de consolidation des réseaux locaux conditionnera la solidité du modèle qui se construit actuellement. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse les chiffres et les cartes géopolitiques. Cela touche directement la manière dont chacun perçoit son rapport à la souveraineté, à la résilience et à l'avenir. 3 angles permettant de comprendre ce lien intime entre une décision nationale et l'expérience individuelle du spectateur. Angle 1, la sécurité alimentaire comme enjeu universel. Même si votre quotidien semble éloigné des champs du Sahel, la question de savoir qui contrôle les semences, les sols et les ressources agricoles vous concerne. Les pénuries, les dépendances logistiques et les fluctuations mondiales montrent à quel point les systèmes alimentaires peuvent basculer vite. L'expérience burkinabé rappelle qu'un pays qui maîtrise sa base agricole maîtrise aussi une part de sa stabilité sociale. Angle 2, l'autonomie économique comme levier de dignité. La décision portée par Ibrahim Traoré illustre un principe simple. Lorsqu'une nation décide de réduire une dépendance structurelle, elle ouvre un espace de liberté. Ce mécanisme vaut aussi pour les individus. Reprendre le contrôle sur ses ressources, financières, professionnelle ou matérielle, n'est pas une abstraction. C'est une dynamique qui renforce la capacité à faire face aux crises. Angle 3. Le rôle du citoyen dans les transitions collectives. L'histoire montre que les changements les plus profonds ne viennent pas uniquement des dirigeants, mais de la manière dont les communautés s'approprient ces transitions. Les coopératives burkinabées n'auraient pas émergé sans initiative locale. Cela invite chacun à s'interroger. Quelle part de transformation dépend de nous, de nos choix, de nos solidarités immédiates? Ainsi, cette histoire n'est pas seulement celle d'un pays, c'est un miroir posé devant toute société, cherchant à devenir plus résiliente et plus autonome. Pour transformer une transition fragile en modèle durable, il faut une feuille de route claire, structurée en étapes concrètes, chacune associée à un acteur, un délai et un indicateur mesurable. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, dispose déjà des premiers fondements,
Mais la consolidation exige une montée en puissance méthodique. Voici 5 étapes structurantes. 1. Renforcer la formation agricole locale. Objectif: doter chaque région d'un centre de formation opérationnelle. Acteurs: ministères, coopératives, communes. Indicateur: nombre d'agriculteurs formés par trimestre. Cette étape garantit la diffusion homogène des techniques organiques et des méthodes adaptées au climat sahélien. 2. Structurer la production d'engrais organiques. Objectif: tripler la production régionalisée de compost en 2 ans. Acteurs: coopératives, ONG locales, services techniques. Indicateur: volume trimestriel certifié. Cela permet de réduire la variabilité des rendements et d'améliorer la santé des sols. 3. Créer un réseau national de semences indigènes. Objectif: inventaire, classification, reproduction contrôlée. Acteurs: instituts agricoles, communautés rurales. Indicateur: nombre de variétés stabilisées disponibles par région. Cette étape redonne un contrôle total sur la base génétique du pays. 4. Stabiliser les circuits de distribution. Objectif: harmoniser les flux internes pour réduire les pénuries locales. Acteurs: transporteurs, communes, marchés régionaux. Indicateurs: temps moyen d'acheminement des produits agricoles. 5. Consolider les alliances sahéliennes. Objectif: intensifier les échanges Mali-Niger-Burkina. Acteurs: gouvernement, agriculteurs transfrontaliers. Indicateur: volume annuel d'intrants régionaux circulant hors importations occidentales. En coordonnant ces 5 axes, le pays peut transformer l'élan initial en une structure stable, capable de résister aux chocs, tout en affirmant sa souveraineté agricole à long terme. Le sol, tout par-delà et tout y revient. C'est dans cette terre, longtemps exploitée sous des modèles imposés de l'extérieur, que s'inscrit aujourd'hui une volonté nouvelle. Lorsque les premières graines locales ont été replantées, ce geste simple a ravivé une mémoire oubliée, celle d'un pays qui sait se nourrir de ses propres ressources. Ibrahim Traoré, en misant sur cette reconquête du sol, n'a pas seulement initié une politique, il a réveillé un fil de dignité qui court à travers les générations. Les coopératives, les familles rurales, les jeunes formés aux techniques organiques participent tous à cette renaissance lente mais solide. Chaque poignée de compost, chaque variété indigène sauvegardée, chaque récolte qui échappe aux importations raconte une même histoire, celle d'un retour vers une souveraineté longtemps mise entre parenthèses. Et dans cette trajectoire, une idée se détache. Le futur n'est pas écrit par les puissances extérieures, mais par ceux qui travaillent en la terre, la protègent et la transmettent. Comme un motif qui revient, le sol rappelle que l'indépendance commence souvent par un geste humble, répété des milliers de fois. Cette histoire n'est pas une conclusion, mais une invitation. Le Burkina Faso montre qu'un pays, même soumis aux pressions économiques et politiques, peut choisir une autre voie et réinventer son rapport à la souveraineté alimentaire. En observant ce processus, chacun peut s'interroger sur sa propre relation à la consommation, à la production locale et aux modèles agricoles qui soutiennent son quotidien. Soutenir une transition durable ne demande pas des gestes héroïques. Cela peut commencer par l'attention portée aux produits locaux, par le partage de connaissances ou par l'encouragement des initiatives communautaires. Les transformations profondes naissent souvent de chaînes de petites décisions prises par des citoyens ordinaires qui souhaitent un avenir plus stable et plus respectueux de leur sol. Alors, que retenez-vous de cette trajectoire ? Et quelle place pensez-vous pouvoir occuper, vous aussi, dans un monde qui cherche à reconstruire ses ressources à partir de l'essentiel ?